Nous amorçons la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui. Bienvenue au KMI, maître de conférence en droit public à l'Université de Reims, avocat et ancien ministre. Merci d'être toujours en notre compagnie. Je le disais avant la pause, il y a une guerre commerciale aujourd'hui qui se joue. Les États africains assistent impuissants un peu à cette guerre-là. Ils se demandent est-ce qu'il y aura des conséquences par rapport à eux? Et si oui, quelles dispositions faut-il prendre? D'abord, est-ce qu'il y a des conséquences? C'est vrai que c'est une guerre commerciale qui se passe un peu loin de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous ne sommes pas concernés par cette guerre commerciale. Bien sûr, on n'est pas réellement concernés parce que nous sommes très peu sur le marché chinois, nous sommes très peu sur le marché américain. On aura peut-être résiduellement quelques conséquences, mais quoi qu'il en soit, ce qui est intéressant, qu'est-ce que cela montre? Cela montre que le système peut être instrumentalisé. C'est intéressant pour les pays africains. Instrumentaliser un système, c'est-à-dire que vous vous regroupez, vous parlez d'une seule voix. Vous faites valoir une seule idée. Vous trouvez bien évidemment des contreparties auprès des autres, mais le plus intéressant, c'est que vos idées puissent passer. Donc cela veut dire que nous avons des perspectives d'avenir qui sont quand même formidables pour nous. Si on se coalise, si on parle d'une seule voix, on peut quand même faire passer des textes qui répondent à nos intérêts économiques. Oui, mais ce qui m'étonne quand même, quand vous dites que ça se passe loin des États africains et qu'a priori, il ne devrait pas avoir directement de conséquences, mais les États africains consomment beaucoup ce qui est fabriqué, que ce soit en Chine, que ce soit aux États-Unis. Donc, d'une manière ou d'une autre, ils sont impactés. Ce sont les produits importés de Chine, donc qui rentrent aux États-Unis, qui sont lourdement taxés. Maintenant, les producteurs chinois peuvent essayer de trouver une compensation en augmentant les prix des produits qui sont exportés vers l'Afrique. Forcément, ça c'est possible. Mais ça va se faire sur la marge, parce que s'ils augmentent trop les produits qu'ils vendent chez nous, ces produits ne se vendront pas, parce que notre pouvoir d'achat aujourd'hui est quand même quelque peu diminué. Nous sommes quelque peu aujourd'hui un certain nombre de pays à l'heure des ajustements structurels, et donc on a moins de capacité d'achat. Donc celui qui vend, il est quand même, vous savez, les acteurs économiques sont ce qu'on appelle des homo economicus. Ce sont des êtres dotés de raison. Ils sont rationnels. Ils savent très bien que s'ils augmentent au-delà de toute raison, le produit ne se vendra pas. Donc, lorsqu'on augmente les prix, c'est toujours à raison. C'est pour essayer que le produit se vende. Donc, je pense qu'à la marge, on sera impacté, mais on ne le sera pas considérable. On va évoluer dans cette émission et parler maintenant de la protection des normes sociales qui sont quand même bien strictes dans certains pays. J'en veux juste pour exemple l'interdiction du travail des enfants avant l'âge légal, également l'égalité hommes et femmes. Et en Afrique quand même ou en Asie, on constate que ces règles ne sont pas autrement bien respectées. Est-ce que vous pensez que dans ce contexte-là, on peut concilier croissance économique et également respect des normes? Moi, je pense qu'on peut concilier les deux, puisqu'un compromis a été trouvé. Le compromis a été trouvé pourquoi? Premièrement, c'est que le panorama social international n'est pas des meilleurs. Il y a beaucoup d'enfants au travail, il y a beaucoup de discrimination hommes-femmes, le travail forcé a quand même sa part d'existence dans le système, ce qui fausse le jeu de la concurrence entre les différents acteurs, d'où l'intérêt d'un droit international de la concurrence. C'est à raison de cette réalité sociale internationale que les acteurs, un certain nombre, ont milité pour l'insertion d'une clause sociale dans le système commercial international. Qu'est-ce que c'est? C'est le respect des standards minima tels que définis par l'Organisation internationale du travail et ressortissant par exemple du sommet de Copenhague de 1995 et ressortissant aussi de la déclaration de l'Organisation internationale du travail de 1998 sur les droits et devoirs des États en matière sociale. Qu'est-ce que c'est ce compromis? Ce compromis a été que on a demandé aux pays développés comme aux pays en développement de respecter les standards minima, à savoir l'égalité homme-femme, l'interdiction du travail des enfants, le respect du droit syndical, la capacité des uns et des autres de créer des syndicats au sein de l'entreprise. Donc, ce sont des standards minima qui impactent en fait pas tellement sur notre capacité à vendre un meilleur taux de profitabilité sur le marché international. Puisque pour les pays en développement, la faiblesse du coût de leur main-d'œuvre est un avantage comparatif sur lequel on ne saurait revenir. Sinon, on ne leur permettrait jamais de se développer, de créer la richesse, de la répartir et d'améliorer le bien-être social de leur population. Le compromis a été celui-là. Donc effectivement, on peut respecter les droits de l'homme au travail et en même temps
on peut créer de la richesse et la répartir et se sortir du sous-développement. Parlons maintenant de la protection des œuvres de l'esprit, parce que à la page 36 de votre livre, vous dites exactement ceci, citation, « La diversité des expressions culturelles porte en elle la reconnaissance de biens de culture si longtemps marginalisés, en partant du postulat qu'il n'existe pas un seul modèle de civilisation et de culture, tout au contraire une pluralité. » Fin de citation. La diversité culturelle, est-ce que vous pensez que c'est un enjeu pour l'OMC? C'est un enjeu très important. C'est un enjeu très important parce que ce qui fait la marque de fabrique de notre humanité, c'est la diversité de nos expressions culturelles. Si l'on ignoré, par exemple, par les expéditions coloniales qui partaient du principe que le monde était gouverné par un seul modèle de culture, la culture occidentale, alors qu'il y avait des civilisations, des cultures bien plus anciennes qu'on avait ignorées. Bon, cette réalité affleure encore dans le débat public aujourd'hui. Il y a encore certaines personnes qui estiment que l'histoire est d'une grande clarté. Non, l'histoire n'est pas d'une grande clarté. Et certains en arrivent à procéder à des gradations de culture. C'est la première, deuxième, troisième. Mais quelle outrecuidance que de procéder à cette gradation alors qu'il y a tant de cultures. On tient compte à l'OMC comment? C'est que les États qui ont déposé des offres en matière culturelle lors de la dernière grande réorganisation mondiale du commerce sont assujettis aux règles du droit international économique en la matière. Les États qui n'avaient pas déposé des offres dans le domaine culturel ne sont pas tenus de respecter les règles de l'OMC en la matière. Ce qui veut dire concrètement, c'est que si vous n'avez pas déposé d'offres, vous pouvez mener des politiques culturelles que vous voulez, vous pouvez subventionner comme vous voulez, développer votre secteur culturel. Vous voyez bien que si cette opportunité est laissée à tous les acteurs, c'est que l'OMC prend conscience que l'humanité est plurielle. Il faut tenir compte de cette pluralité. Voilà, donc on parle alors d'exemption culturelle. Bien, non pas d'exception. On va finir cette émission en revenant quand même sur un aspect qui serait quand même plus accessible à tout le monde. Je veux parler du rôle des États africains, de la stratégie à adopter afin de pouvoir bénéficier pleinement de ce commerce international. Vous avez plusieurs fois dit qu'il fallait se mettre ensemble. Se mettre ensemble selon quels critères, justement? Il va falloir définir des normes qui vont permettre aux États d'adhérer tout naturellement et de pouvoir progresser là-dedans. Il faut faire comment? Vous savez, il faut s'inspirer des modèles qui marchent. Il faut s'inspirer des réussites. Lorsque vous analysez le fonctionnement institutionnel de l'OMC, il y a quelque chose qui saute avant tout aux yeux. C'est que l'Union européenne, un des grands acteurs du commerce international, avec l'ensemble de ses États, lors des discussions, ne parle qu'à travers le commissaire en charge des questions de commerce. C'est lui qui parle au nom de tous. Et il y a une unité de vote, ce qui fait qu'ils ont du poids, ils pèsent sur les débats. Nous, les pays africains, qu'est-ce qui se passe pour ce qui nous concerne? Vous n'avez qu'à aller à Genève. Chacun parle de son côté. Les votes ne sont jamais les mêmes, alors que nous avons les mêmes problèmes économiques. Les mêmes problèmes traversent tout le continent. Mais chacun a un avis sur tout et chacun ne vote jamais dans le même sens. Cela doit inviter fondamentalement l'Union africaine à revisiter son fonctionnement. Et moi, je pense qu'il y a des lacunes et à reconfigurer son corpus juridique en permettant au commissaire en charge des questions culturelles d'être le seul habilité à parler au nom des États africains sur les questions culturelles. Bien évidemment qu'avant, il y aura eu des discussions avec l'ensemble des États pour déterminer une stratégie commune. Puisque c'est à partir de cette stratégie commune que le commissaire africain en charge des questions culturelles pourra parler en notre nom. Donc la solution viendra de l'Union africaine. Vous êtes vraiment optimiste quand vous le dites, parce qu'on a vu l'Union africaine sur d'autres terrains qui n'ont pas quand même abouti autrement. Et certains aujourd'hui doutent quand même de la possibilité de l'Union africaine d'apporter des solutions à ces problèmes-là. Il va falloir trouver le leadership ailleurs, non? Mais c'est simple. Vous savez qu'aujourd'hui, en droit, on interroge la question de la souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, l'État n'est plus l'État est concurrencé par des acteurs infra. Il est même des fois dominé par ces mêmes acteurs, alors qu'il y a un besoin d'État, alors qu'il y a une demande d'État. L'État est dominé, parfois, concurrencé parfois. Alors, lorsqu'on a un certain nombre d'États qui nous parlent de souveraineté, je suis souverain, vous êtes vous-même concurrencé, dominé en interne.
Cela interroge la souveraineté. À partir de là, moi je pense qu'il faut être beaucoup plus humble, reconnaître que c'est un assemblage d'intérêts, c'est un assemblage de souveraineté de tous ces États africains mais vous êtes d'accord avec moi? Qui vont faire la force du continent. Vous êtes d'accord avec moi que, parlant de souveraineté, l'Union africaine n'en a pas autrement non plus? Mais parce que la décision de l'Union africaine ne s'impose pas autrement aux États africains non plus. Non, mais c'est un processus de longue haleine. En tout cas, les Africains vous écoutent, les dirigeants africains aussi vous écoutent, et j'espère qu'ils pourront tirer quand même leçon de ces conseils que vous êtes en train de prôner. Et depuis la nuit des temps, on le dit, l'Afrique doit s'unir ou disparaître. J'espère que cette Afrique-là va pouvoir s'unir vraiment pour le bonheur des Africains. Merci beaucoup, bienvenue Kémy, d'avoir été des nôtres pour cette émission. Je rappelle le titre de votre livre, une ingénierie juridique, l'OMC, une ingénierie juridique et commerciale à reconfigurer, paru aux éditions L'Harmattan. C'était un plaisir pour nous de vous avoir dit cette émission. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Tout de suite, un autre journal sur Africa 24. Merci beaucoup. À bientôt.